Dans son nouveau livre « L'école sous emprise », l'enseignant et essayiste Jean-Paul Briguelli dénonce les dérives de l'éducation nationale et l'entrisme religieux à l'école. Jean-Paul Briguelli, bonjour. Bonjour. Cet été, vous étiez venu ici annoncer la sortie du livre pour l'automne. Nous y sommes. Il est édité aux éditions L'Archipel. Il est bien évidemment en vente sur le site tvl.fr. Vous allez à la boutique de TVL et... ma première question, elle est simple. Qu'aviez-vous à dire de plus à vos lecteurs depuis votre ouvrage à succès, La fabrique du crétin? C'était quand même il y a presque 20 ans, Jean-Paul Briguelli. C'était un peu plus de 20 ans. C'est en 2005. Et en 2006, j'avais sorti un livre qui s'appelait Une école sous influence. Une école sous influence avait été générée par ce qu'on appelait le rapport Aubin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Pierre Aubin, c'est cet inspecteur général qui, le premier, a écrit un rapport qu'il a remis au ministre, François Fillon, pour ne pas le nommer, sur l'entrisme religieux au collège et au lycée, surtout au collège. Rapport qui a été glissé habilement dans un tiroir. Alors, je voulais dénoncer ce qui était déjà des atteintes sérieuses à la laïcité. En même temps, cette même année 2006, avec un grand nombre d'amis, nous avons édité le rapport Aubin. Ça, très franchement, que François Fillon l'ait camouflé, ça en dit long des peurs de la gauche et de la droite vis-à-vis de l'islam. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument sidérant. Car je pense qu'il aurait pu être président de la République, j'en ai des sueurs rétrospectives. Bien, ce que disait, il y a 20 ans, enfin 18 ans, Jean-Pierre Aubin, c'est que de plus en plus de jeunes, 13, 14, 15 ans, étaient incités à avoir un comportement islamisé en classe et dans l'enceinte scolaire. Tapis de prière, salle de prière, exigences sur les menus halal, piscine, enfin, etc. Ça n'a fait que croître. Il faut bien comprendre que nous avons affaire à des gens au sommet, pas le militant de base. Au sommet, nous avons affaire à des gens intelligents, beaucoup plus intelligents que nos dirigeants, a fortiori nos dirigeants actuels. C'est-à-dire qu'ils ont compris que l'école était, comme on dit, la mère de toutes les batailles. C'était, je vais vous dire un truc, ce sont des gens qui, par formation, sont plus tentés par Mao et Gramsci que par Marx. C'est-à-dire que pour eux, c'est le facteur idéologique qui est déterminant en dernière instance, pas le facteur économique. Ils savent qu'ils ne prendront pas le pouvoir économiquement. Ils n'en ont pas les moyens. Mais ils peuvent prendre le pouvoir idéologiquement, intellectuellement, religieusement. C'est la politique qui a été déterminée par Daesh en 2016 comme la politique dite des 1000 entailles. 1000 entailles, des petites entailles qui chacune semble peu de choses, mais qui en masse vous saignent à blanc. Voilà, c'est ça le projet. Alors, à partir de là, j'ai réécrit ce livre en partant cette fois-ci de la loi Jospin, qui est vraiment l'an 1 de l'Apocalypse, à tous les points de vue, aussi bien au point de vue pédagogique, point de vue idéologique, etc. Et 3 mois après, donc la loi Jospin, c'est juillet 1989. 3 mois après, octobre 89, c'est la première affaire de voile à Creil. Le principal du collège de Creil avait très bien réagi et avait refusé d'admettre en classe 2 jeunes filles qui arrivaient voilées, dont on a su par leur déclaration de l'époque qu'elles l'avaient fait intentionnellement. C'était pas par crise de foi ou autre, elles avaient des ordres pour y aller. On est en 1989. Essayez d'imaginer le temps, c'est le deuxième point. Le temps des islamistes n'est pas le nôtre. Ce sont des gens qui pensent sur 30 ou 40 ans. Ça tombe bien, 35 ans. 35 ans plus tard, vous dites aujourd'hui, on a une guerre civile
à bas bruit. Il y a un peu plus d'entaille, mais est-ce qu'on a une guerre civile? Vous dites. Alors, l'expression n'est pas de moi. L'avenir est entre vos mains, la loi coranique ou celle de la République. Il n'y a pas de troisième voie. Non, il n'y a pas de troisième voie. L'expression une guerre civile à bas bruit n'est pas de moi, elle est de Florence Bergeau-Blaclair, que vous avez peut-être reçu ici, je ne sais pas, qui a fait un livre il y a 2 ans sur le frérisme et ses réseaux, qui a été menacé de mort, qui est protégé par la police. En France, qu'est-ce que c'est que la France? C'est un pays où quand on dit la vérité, on est obligé d'être protégé par la police. Il faut bien comprendre ça. Et qui explique que les réseaux fréristes, qui sont venus d'Égypte, je vous rappelle que le fondateur des frères musulmans, c'est le grand-père de Tariq Ramadan, qui a été encensé par la classe intellectuelle française et qui est actuellement condamné pour viol en Suisse. Ça devrait être la première étape d'une longue série de condamnations. Bon, qu'on n'a jamais osé mener en France. Ce sont des gens qui ont les moyens, qui en plus de ça s'appuient sur les règlements européens, ont créé un réseau, 1000 en taille, vous vous rappelez, d'associations qui défendent l'islam, etc., et qui ont reçu l'année dernière 45 millions d'euros de subventions européennes. C'est pas rien. C'est pas rien. Les associations laïques sont très loin d'avoir reçu l'année dernière 45 millions d'euros. La disproportion est extraordinaire. Nous nous battons contre un ennemi multiforme, très entraîné et très riche, qui a, chaque fois qu'il y a un problème, regardez l'année dernière, c'était dans un lycée du 20e arrondissement, jeune fille, pareil, voilée, etc., refusée, immédiatement, on lui a trouvé un avocat, etc. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gamines qui, dans des lycées professionnels, ont en 2 heures un avocat de haut niveau pour les défendre et qu'elles n'auront même pas à payer. Voilà, il faut comprendre ça. Ce sont des organisations extrêmement bien au point et qui savent exactement ce qu'elles veulent. Je comprends très bien. Et je suis votre idée d'emprise opérée par l'islam sur nos chères têtes blondes et brunes. Et vous dites, on vit un moment de bascule. Je cite une société mollement démocratique dans une domination théologique sanglante. Et vous reprenez à votre compte un propos de Dominique Bernard, le professeur de français d'Arras, assassiné par un islamiste tchétchène fiché S. On court à la catastrophe. Alors, c'est une phrase que vous reprenez d'ailleurs dans le c'est l'un de ses collègues qui a répété au Figaro les derniers mots. Dominique Bernard s'inquiétait terriblement de la baisse de niveau des élèves. Et c'est fondamental. Si on n'avait pas opéré le vide avec une pompe à vide qui s'appelle le pédagogisme dans le cerveau des élèves, l'islam n'y aurait jamais glissé un doigt. Vous savez, c'est le fameux principe, la nature a horreur du vide. Eh bien, la nature, trouvant du vide dans le crâne des élèves, le fameux enseignement de l'ignorance stigmatisé par Jean-Claude Michéa en 2000, nous avons été toute une bande à être des précurseurs que personne n'a écoutés. Personne. Parce que cela faisait les affaires des uns et des autres. Ça a fait les affaires de la gauche, qui dans l'islam voyait le nouveau prolétariat dont elle avait besoin pour faire élire Sébastien Delogu et quelques autres. Ça a fait les affaires de la droite, qui essayait de composer avec les monarchies du Golfe, etc., en leur disant « mais nous sommes Muslim friendly ». Nous avons joué avec le feu. Et pas étonnant d'ailleurs si ça brûle. Quant à Dominique Bernard, je rappelle que l'assassin n'en voulait pas particulièrement à Dominique Bernard, il cherchait un prof d'histoire. C'est très significatif, ça. C'est très intéressant, ça. Je laisse le développer d'ailleurs, parce que c'est une de mes questions. Alors, Paty était prof d'histoire. Bernard a payé pour un prof d'histoire. Les Bouddhas de Bamiyan, qui témoignaient d'une histoire antérieure à l'islam, ont été détruits à la dynamite. Les ruines de Palmyre ont été détruites par Daesh. Le musée du Bardo en Tunisie, qui témoignait du passé romain de la Tunisie, a été dynamité également. L'islam a horreur de l'histoire. En fait, il a horreur du temps.
Parce que c'est une religion du temps zéro perpétué. C'est un Dieu incréé qui existe de tout temps. Alors dire, ah ouais, mais vous comprenez, en fait, il existe que depuis l'Hégire. Avant ça, c'était le Dieu d'Abraham. Et ils ont recopié la Bible en rajoutant des fautes, parce qu'ils étaient particulièrement incultes dans le désert. Là déjà, vous savez que si on m'attend à la sortie, ce sera pas un hasard, hein, voilà. Mais c'est un fait. Voilà. Ils ont horreur qu'on dise qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'antérieur, quelque chose de postérieur. N'oubliez pas une chose quand même, c'est que et ça a une incidence très forte. Hein. Ça les amène à être des anti-intellectuels par principe. Depuis que l'islam a envahi le champ scolaire, intello est redevenu une injure comme il l'était au moment de l'affaire Dreyfus. C'est très significatif. Les écoles coraniques, Jean-Paul Préquet. Il y a des universités, il y a des intellectuels. Eh bien, pas tant que ça. Comme vous le direz les Israéliens, Israël, un certain nombre de prix Nobel, et l'ensemble des pays arabes, combien ? Un prix Nobel de la paix, peut-être, hein, et c'est tout. Ils ont horreur du savoir. Horreur, puisque de toute façon, c'est la fameuse histoire, vous savez, sur la deuxième destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Un Tchèque arabe y arrive, on est vers 628, quelque chose comme ça, trouve ça sublime, c'est gigantesque, hein, il y a 70 millions de volumes. Mais finalement, on envoie un mot à la Mecque en disant « qu'est-ce que je fais ?» Et la réponse arrive en disant « brûle tout ». Soit ça dit la même chose que le livre, the book, hein, et nous n'en avons pas besoin, soit ça contredit le livre et nous n'en avons pas besoin. Ils ont brûlé dans les hammams du Caire et d'Alexandrie 70 millions de volumes, ça a pris 6 mois. Vous voyez ? La totalité de la culture antique a disparu comme ça. Je reviens sur cette école sous emprise. Vous évoquez Dominique Bernard. On pense aussi, bien évidemment, vous l'avez dit, à Samuel Paty, des professeurs martyrs. Mais ces exemples ne nous empêchent pas, et ça, c'est surprenant, vous êtes professeur vous-même, de désigner les enseignants, qui respectent le fanatisme de leurs élèves. Les enseignants, vous leur dites, moins il fait le boulot, plus l'islam le remplace. Mais cette culpabilité des enseignants, elle n'est pas un peu tardive ? Alors, ça remonte de laisser aller de la part des enseignants, de vos syndicats, de vous-même. Lors de l'affaire du foulard de Creil, octobre 89, juste après, vous avez 4 intellectuels de gauche de renom, Isabelle Badinter, Régis Debray, etc., qui adressent une lettre envoyée à Lionel Jospin pour le prier d'intervenir tout de suite. Ce que Lionel Jospin, en vrai petit trotskiste lambertiste qu'il est, ne fera pas. Il va passer la patate chaude au Conseil constitutionnel qui va mettre 10 ans à statuer jusqu'à ce que ça arrive à cette loi boiteuse de 2004 où on interdit le voile à l'école parce que ce sont des mineurs, mais on l'autorise en université. Vous n'imaginez pas actuellement le nombre de filles voilées qui arrivent en première année de lettres, de droit, de sociaux, de psycho, de médecine, etc., arborant le voile. Du style, c'est à nous, nous sommes le remplacement. Le vrai remplacement, il est là, il n'est pas dans les fantasmes de... comment s'appelle-t-il, le grand remplacement Renaud Camus. C'est pas ça. Le grand remplacement, il est dans la substitution de pseudo-élites islamisées à de vraies élites européennes. Parce que, c'est-à-dire, c'est le degré zéro qui est en train de l'emporter. Parce que c'est la ligne simple. Ce que vous me dites, Jean-Paul Préguely, c'est la responsabilité des ministres, la responsabilité des politiques. Là, vous mettez en cause directement les enseignants eux-mêmes. Pas tous, mais un certain nombre. Alors, ces enseignants, ils ont aussi le personnel éducatif, ils ont aussi la pression des lycéens, des parents d'élèves, de la hiérarchie, des syndicats, des médias. Lorsque vous avez un élève qui vous dit « la Terre est plate », qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Vous lui dites, les choses. Tu es un imbécile. Tu es un imbécile. Et Ératosthène, au 5e siècle, avait déjà démontré que la Terre était ronde, et tu la boucles. Maintenant, tu te tais. Je rappelle dedans que Pythagore exigeait 5 ans de silence de ses disciples avant qu'ils pensent une question intelligente.
Quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, pendant 1 an, vous devez vous taire. Quand vous étiez petit, vous ou moi, nous avons globalement le même âge, le mot le plus fréquent de la maîtresse, c'était « taisez-vous ». Taisez-vous. On était là pour se taire, pour écouter. Plus tard, pour prendre des notes, etc. C'est ça, la relation pédagogique fondamentale. Ce n'est pas le dialogue. On dialogue avec ses pairs. Ici, tous les deux, nous dialoguons. Mais on ne dialogue pas avec quelqu'un qui arrive pétri d'idées reçues, de poncifs, de prêt-à-penser hérité de sa famille, de sa cage d'escalier, de son quartier, de son clan, de sa communauté. Voilà. Penser, c'est une activité extraordinairement complexe. Ça ne se fait pas avec des slogans. Penser, ça ne consiste pas à dire les femmes sont une espèce inférieure, il faut les voiler parce qu'autrement elles nous induisent en tentation. Pauvres petits, vous êtes tentés par des gamines de 6 ans, hein, parce que et il est normal qu'elles aient une part d'héritage en moins par rapport à leurs frères, il est normal qu'elles se taisent, il est normal qu'elles ne fréquentent pas les bistrots, etc. Chaque fois que je passe, moi, à Marseille, dans la rue des Petits Champs, qui descendent de la gare, et que je vois des bistrots dans lesquels il n'y a que des hommes, j'ai envie de hurler en disant « Où sont vos femmes ?» Hein ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on peut vous reprocher, à juste titre, l'extrême gauche le ferait, de stigmatiser les musulmans? Vous êtes dans une ville qui est Marseille, qui est une ville qui a toujours essayé de faire prospérer l'ensemble de ses cultures et de ses religions. Mais oui, mais ça a marché pendant très longtemps. À Marseille, vous avez un quartier qui s'appelle les Catalans, qui était pour les Catalans. Vous avez des quartiers entiers d'Arméniens. Vous avez des Juifs d'Afrique du Nord, pour la plupart. Vous avez des Italiens en grand nombre, des Corses, dont moi-même, tout aussi nombreux. Ces gens-là finissaient par se fondre dans l'unité française et ont d'ailleurs combattu en 14-18 pour la France sans aucun problème. L'islam, c'est tout à fait autre chose. L'islam, lorsque une équipe algérienne joue, les bars dégueulent de drapeaux algériens et ils vous disent « Nous sommes algériens. Casse-toi si tu es algérien. Casse-toi. Rentre en Algérie, qui d'ailleurs ne veut pas d'eux. Hein. Ils sont pas fous, les Algériens. Mais nous avons renoncé à les intégrer sous prétexte de respecter les opinions des uns et des autres. Mais ce ne sont pas des opinions respectables. Depuis quand est-ce que nous allons respecter l'opinion d'assassins potentiels ? Alors, entendons-nous bien, je suis très loin de mettre tous les musulmans dans le même sac. Les 9/10 de ceux que j'ai pu connaître étaient des gens qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de s'intégrer à la société française. Voilà, qui s'habillaient comme des Français, qui avaient les mêmes obsessions technologiques que nous, qui trouvaient plus intéressant d'avoir un smartphone qu'un exemplaire du Coran. Mais vous en avez une petite frange, quand la police évalue à peu près à 5%, de fondamentalistes qui sont les plus décérébrés, si possible. Sauf les chefs, hein, entendons-nous bien. Les imams, comme celui de la mosquée des Bleuets à Marseille, qui est dans une procédure d'expulsion et qui s'est trouvé instantanément des avocats pour le défendre, des associations pour le défendre. Mais les gens de ces associations devraient être en justice actuellement pour attentat à la sûreté de la France. Qu'est-ce qu'on aurait fait d'eux en 1793 ? Professeur Brigelli, est-ce que on ne va pas vous reprocher aussi de focaliser en fait votre attention sur l'islamisme, peut-être au détriment d'autres idéologies qui prolifèrent dans l'enseignement? Je pense à l'idéologie woke, par exemple, dont les dégâts sont terribles. C'est pareil. Est-ce que vous faites la part des choses? Je fais pas la part des choses. Il se trouve que les choses sont liées. C'est ce qu'on appelle l'intercollectivité des luttes, hein, ou l'intersectionnalité des luttes. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez Ouria Boutelja, qui dirige le Parti des indigènes de la République, disant ma sœur, si tu es violée par l'un de nos frères, ne porte pas plainte, parce que ce serait une façon de stigmatiser. D'ailleurs, c'est pas vraiment un viol, ce n'est un viol que si tu es violé par un roumi. Voilà, il va falloir être un tout petit peu sérieux, expliquer aux chiennes de garde ou hyènes de garde, ce que vous voulez, que on ne peut pas stigmatiser le voile en Iran et l'accepter ici. Les Iraniennes, Chalmani par exemple, qui se retrouvent ici et qui voient des femmes françaises approuver le voile, sont scandalisées.
Je suggère d'ailleurs aux chiennes de garde d'aller vivre en Iran, voilées et tout, et de voir un petit peu ce que les mollahs feront d'elles. Alors, il y a toute une série de propositions qui sont faites, que j'ai lues. Certaines se résument en quelques mots. J'ai trouvé une langue exigeante, des certitudes scientifiques cohérentes, vous les avez quasiment évoquées. Et puis, j'ai trouvé le terme peut-être un peu choquant de votre part, avoir une culture bourgeoise, c'est en page 36, une culture bourgeoise. C'est pas de moi. Et là, j'ai stoppé là ma lecture en me disant... Alors, on va être sérieux, il n'y a qu'une culture, c'est celle de la classe au pouvoir. C'est pas moi qui l'ai dit, fermez les guillemets, c'est Marx. Qui je serais pour contredire Marx, qui très souvent a dit des choses beaucoup plus intelligentes que tous les marxistes de la Terre réunis. Bon, il faut revenir aux fondamentaux. Il explique très bien qu'une culture, c'est celle de la classe au pouvoir. Que je sache actuellement, c'est la bourgeoisie occidentale qui est au pouvoir en France. Occidentale au sens très très large. C'est cette culture d'ailleurs que l'on transmet aux élèves. Il y avait un article il y a 2 jours dans Libé, parce qu'il faut de temps en temps se faire mal et lire Libé, disant mais enfin à quoi ça sert de lire les classiques? Ça sert à ne pas dire trop de bêtises quand même, parce que lorsque j'ai des peines de cœur, je trouverais bien plus d'enseignement chez Racine que chez Virginie Despentes. Voyez, si j'ai envie de défendre les classes pauvres, je trouverai bien plus de renseignements chez Jules Vallès, mettons, que chez Annie Ernaux. Voilà, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'actualité littéraire, actuellement, est d'une pauvreté absolue. Pourquoi croyez-vous que, à temps perdu, je fais du roman historique? Le roman historique me défoule au moins des horreurs de la quotidienneté. En parlant d'horreur, je vais être encore désagréable, parce qu'en ce qui vous concerne, là encore, vous avancez sur les propositions. Et vous dites, l'école est le premier vecteur d'intégration, elle est le fer de lance de l'assimilation, la mixité scolaire. Et je me suis dit, est-ce que ce ne sont pas des vieilles lunes, là, très éloignées de votre appel à la reconquista de la France? Eh bien, je pense que la reconquista... Vous savez, la reconquista du Cid, c'est ça, on parle de ça. La reconquista du Cid, ça avait pour objet de réimposer la foi chrétienne dans l'Espagne musulmane du Sud, essentiellement, Cordoue, etc. Bon, la reconquête, non seulement de l'école, mais de la France, doit consister à réimposer toute une culture de base, c'est-à-dire parler dans un bon français, sans ponctuer ces phrases de wesh, bismillah, etc., exigeant, penser d'une façon cohérente, apprendre aussi bien à penser qu'à additionner, multiplier, diviser les sciences. Voilà. Il y a quand même au cœur du processus occidental, de la culture occidentale, il y a la science. Moi, ma spécialité littéraire, c'est le XVIIIe siècle. Eh bien, revenons à l'encyclopédie. La mixité scolaire. La mixité scolaire, c'est très simple. Personne n'en veut. Jean-Paul Briguet, apparemment, personne n'en veut. Certains se protègent comme ils peuvent, d'autres les chassent ceux qui ne veulent pas. Ça a été, on est à Paris ici, ça a été expérimenté avec succès à Paris par la réforme Laffelnet qui avait été lancée sous l'ancien recteur Christophe Querero, en jouant sur une ouverture des soi-disant grands lycées parisiens à un certain pourcentage de bas salaire, etc. Ça a très bien marché parce qu'on a eu les retours. Toute la question, c'est le dosage. C'est-à-dire que si vous laissez... La gauche a laissé les déshérités entre eux. C'est le processus le plus immonde du point de vue pédagogique que j'ai vu de ma vie. Dans les ghettos sociaux, elle a installé des ghettos scolaires. Et puis elle a dit, il faut nous donner plus de moyens, mais on pourrait mettre des moyens tant qu'on en veut, tant qu'on laisse les déshérités entre eux, ça s'écroule automatiquement. Il faut, c'est ce que je propose, les envoyer loin, très loin. Par exemple, lorsqu'un élève est exclu définitivement pour un comportement abusif, et Dieu sait qu'il y en a des comportements abusifs, il y en a encore un qui a cassé la tête d'un enseignant il y a 2 jours,
il faut effectivement l'exclure. La loi actuellement dit qu'il faut le réintégrer tout de suite s'il est mineur dans un autre établissement. Oui, à 300 km de chez lui. Dans l'un de ces internats d'excellence qui ont commencé sous l'ère d'Arcos-Châtel, que la gauche a récusé en disant « Ah oui, mais c'est pas démocratique, etc. » Fuck the democracy. Voilà. Moi, je suis pour la République. La démocratie est le paravent d'une tyrannie qui arrive. Allez, dernière question qui répond cette fois-ci à l'actualité. Didier Lemaire, qui était professeur de philosophie dans les Yvelines, était poursuivi en diffamation par le maire de Trappes, de la ville de Trappes, Ali Rabel, depuis plus de 3 ans pour avoir dit que la ville de Trappes était un territoire conquis par l'islamisme. Et Didier Lemaire, qui a eu de violentes campagnes d'intimidation contre lui, a été relaxé. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle pour une fois ? C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour lui. Je vous rappelle que lui, il n'a pas eu d'aide d'associations ad hoc financées par l'Europe pour se défendre. Mais c'est une très mauvaise nouvelle en soi parce que ça signifie que la justice reconnaît que Trappes fonctionne comme ces localités anglaises où la charia a été imposée dans les jugements du quotidien. On a vu en juillet ce que ça donnait. Eh bien, croyez-moi, au premier incident sérieux en France, ça va être la même chose. Dernière information, ces 3 dernières années, le nombre de demandes de permis de chasse a augmenté de 200% par an. Pas parce qu'il y a plus de sangliers, mais parce que les gens se sentent rassurés à avoir un fusil à pompe chez eux. Voilà, Trappes, qui est à trentaine de kilomètres de Paris. Voilà, les enseignants doivent retrouver le droit d'instruire enfants et adolescents sans s'auto-censurer. Est-il vraiment trop tard face au réseau infiltré du fanatisme pour ressusciter ces fameux hussards noirs de la République qui vous sont chers et qui furent jadis les instituteurs, voire nos instituteurs? Eh bien, je vous invite à poursuivre ces débats et cette lecture à travers cet ouvrage, le nouvel ouvrage de Jean-Paul Briguelli, L'école sous emprise, et c'est sur tvl.fr, dans la boutique de TVL, que vous retrouverez bien évidemment la possibilité d'acheter cet ouvrage. Merci, professeur. Merci à vous.